Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du trafiquant de drogue avec son vieux père. C'est l'histoire d'un vieux fermier mexicain qui vivait avec sa femme dans un petit village. Ils avaient un fils unique, extrêmement proche d'eux, qui avait l'habitude de les aider dans les travaux de la ferme et de les soulager de plusieurs responsabilités. Hélas, à cause de leur situation financière extrêmement difficile, leur fils commençait à avoir de mauvaises fréquentations. Puis, de fil en aiguille, finit par tomber pour trafic de drogue et emprisonné pour une dizaine d'années dans l'un des plus grands pénitenciers de la capitale. L'incarcération du jeune homme aggrava malheureusement la situation de ses parents, qui, du jour au lendemain, n'avaient plus personne pour les aider. Les jours passèrent, puis la semaine, et un jour d'automne, après avoir tristement observé de sa fenêtre ses voisins travailler leurs terres, le vieux père décida d'écrire une petite lettre à son fils pour prendre de ses nouvelles et lui raconter leurs difficultés du quotidien. Il lui dit dans sa lettre « Mon cher fils, nous ressentons une profonde tristesse, ta mère et moi, de ne pas t'avoir parmi nous cette année. Mais nous sommes fiers de toi. Tu as certes fait des erreurs, mais tu les as assumées comme un homme. Sache que l'erreur est humaine, qu'elle fait partie de la vie, de l'école de la vie. De notre côté, la situation est de plus en plus difficile à la ferme. Il semblerait que je ne pourrai pas planter des patates cette année, car comme tu le sais, la terre doit être retournée et nous n'avons personne pour nous aider. » Quand il reçut cette lettre pleine d'amour et de désespoir, le fils regretta amèrement ses bêtises à cause desquelles ses parents étaient obligés de vivre dans une précarité détestable. Il prit alors une feuille de papier, un stylo, et il écrivit la réponse. Il dit « J'ai bien reçu ta lettre, papa, et je vous demande pardon à toi et à maman. À cause de moi, vous êtes en train de vivre dans la misère. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous aider. En attendant, papa, je t'en conjure, oublie les patates et ne touche pas à la terre. J'y ai caché des armes et de la drogue. » Puis, à la fin, quand il a fini sa lettre, il l'a mis dans une enveloppe et la donna en toute confiance au responsable du courrier de la prison pour expédition. Malheureusement, le courrier fut lu par la direction du pénitencier et le lendemain, plusieurs unités de police débarquèrent dans la ferme du vieux père, fouillèrent la propriété coin par coin et retournèrent la terre centimètre par centimètre à la recherche des armes et de la drogue mentionnées dans la lettre du fils emprisonné. Sans résultat. Après le départ des forces de l'ordre, le vieux rédigea une deuxième lettre à son fils pour lui raconter ce qui s'était passé. Il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait, mon fils? Ici, les choses sont très graves. La police est venue, elle nous a interrogés, ta mère et moi, à propos d'armes et de drogue, et comme nous n'avons pas su quoi répondre, ils ont retourné la ferme centimètre par centimètre. Dis-moi, mon fils, dans quel pétrin tu nous as mis ?» Quelque temps après, le fils répondit « Excuse-moi pour le dérangement, papa, mais comme je ne pouvais pas sortir de ma cellule, j'ai fait déplacer les policiers pour qu'ils viennent chez toi retourner la terre pour toi. Tu peux maintenant y planter des patates ou ce que tu veux. Je vous aime, votre fils qui pense à vous. » Premier point d'analyse. Dans la vie, il arrive à tout le monde de commettre des erreurs et de faire des bêtises, mais peu de gens savent différencier les deux. Dans cette histoire, quand le père écrit une lettre à son fils, dans laquelle il lui explique les difficultés qu'il rencontre à la ferme, il n'oublie pas de souligner le courage de son fils qui a su assumer ses erreurs. Il lui dit entre autres « Oui, tu as certes fait des erreurs, mais tu les as assumées comme un homme, sache que l'erreur est humaine, etc. etc. » Ce que dit le père montre une certaine sagesse, un certain recul. Mais comme beaucoup de personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours, celui-ci confond, selon moi, entre deux concepts différents, l'erreur et la bêtise. Quand j'ouvre un dictionnaire par exemple, je trouve que la définition d'une erreur, le concept qui fait avancer, qui fait grandir, qui augmente la maturité d'une personne, est loin de la définition d'une bêtise, qui est plutôt un concept qui généralement conduit à une voie sans issue et parfois à des conséquences dramatiques. Selon le dictionnaire, une erreur est la plupart du temps une méprise,
une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de jugement, de calcul ou d'appréciation. Elle pousse généralement la personne qui la commet à prendre conscience de nouveaux paramètres qui étaient jusqu'à là invisibles pour elle, d'où l'augmentation de maturité. Une bêtise, quant à elle, est plutôt un manquement à une règle, qu'elle soit légale ou morale. La personne qui la commet sait préalablement que c'est une chose à ne pas dire ou à ne pas faire, même si elle ignore parfois l'étendue des conséquences. Cette confusion entre ces deux concepts peut conduire parfois, selon ce que j'ai pu observer, certaines personnes à se lancer dans des expériences et des actions au mieux stériles et au pire nuisibles, sous prétexte que cela fait partie de l'école de la vie. Attention, je ne dis pas qu'une bêtise n'aide pas dans la progression et dans le processus d'apprentissage et d'évolution. Certaines personnes n'arrivent réellement pas à être convaincues par le côté théorique des choses et disent avoir besoin parfois de passer par des expériences physiques et matérielles pour se rendre compte de la nuisibilité de la chose. Ok, pourquoi pas. Ceci dit, je pense qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser vis-à-vis de l'envie d'expérimenter. Il y a des sujets avec lesquels, je pense, il ne faut pas rigoler, comme par exemple essayer des drogues dures, se lancer dans des actions illégales par envie d'argent facile, etc. Et cela, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que expérimenter personnellement la chose peut conduire parfois à la création d'une dépendance ou des conséquences si graves que la personne n'a pas le temps de profiter de sa leçon de vie. La deuxième raison, c'est que la simple observation des personnes qui sont passées par le même chemin et qui ont dû payer le prix fort peut suffire, la plupart du temps, comme leçon de vie gratuite. Pourquoi alors vouloir payer au prix fort une leçon de vie que le destin offre gratuitement? Deuxième point d'analyse, faire attention aux actions négatives car celles-ci peuvent avoir des conséquences indirectes sur des personnes innocente. Dans cette histoire, le fils du fermier semble avoir assumé courageusement les conséquences directes des bêtises qui l'ont conduit en prison. Cependant, les conséquences indirectes de ses choix ont été assumées par ses propres parents, qui se sont retrouvés en situation de précarité à cause de son absence. Avant de prendre connaissance de cette histoire et d'autres histoires du même style, j'avais un regard très restreint. Je pensais que face aux conséquences d'une erreur ou d'une bêtise, les gens se divisaient en deux catégories. Donc d'un côté, nous avons la première catégorie, les personnes responsables et courageuses qui assument leur choix de vie et leurs erreurs jusqu'au bout. Et puis, je pensais qu'il y avait aussi une deuxième catégorie, c'est plutôt les personnes insouciantes ou fuyardes qui, face aux conséquences de leurs actes, choisissent la fuite ou la mauvaise foi. Et puis, avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte qu'aussi courageuse et responsable soit la personne qui commet une action négative, elle ne pourra jamais assumer à 100% les conséquences, surtout celles indirectes, qui habituellement touchent la famille ou l'entourage proche, comme c'est le cas du fils du fermier par exemple. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il faut toujours réfléchir à deux fois avant de s'engager dans une action qui pourrait s'avérer être une erreur. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que toujours prendre l'avis des personnes faisant partie de mon entourage proche ou ceux qui pourraient demain avoir à assumer les conséquences indirectes de mes choix. Troisième point d'analyse, ne pas pouvoir tout faire ne signifie pas ne rien pouvoir faire. Dans cette histoire, quand le père explique à son fils dans sa lettre les difficultés qu'il rencontre à maintenir les travaux dans la ferme, ce dernier aurait pu dire en toute légitimité « Ah bah écoute, moi je suis emprisonné, j'ai donc les poings liés, et par conséquent je ne peux rien faire pour vous. » Le fils avait une excuse en or et son argument était inattaquable. Personne n'aurait pu lui reprocher quoi que ce soit. Il était physiquement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour eux. Mais au lieu de perdre espoir et à défaut d'utiliser sa présence physique pour secourir ses parents, le fils choisit d'utiliser une autre ressource, sa puissance intellectuelle. Et il imagine un subterfuge pour les aider de façon indirecte. La chose qui s'est avérée beaucoup plus efficace. Dans la vie de tous les jours, j'ai l'habitude de rencontrer deux types d'experts. Les experts en excuses et les experts en solutions. Les experts en excuses vont généralement utiliser toute leur
intelligence pour justifier leur inaction. Ils vont dire, oui, il y a un manque de temps, un manque d'argent, problème de santé, blocage familial, conflit professionnel, faiblesse psychologique, etc. Généralement, avec ce genre de personnes, plus on essaye de leur montrer que le changement ou l'action est possible, plus elles vont redoubler d'ingéniosité et trouver d'autres excuses afin de renforcer leur position de victime des conséquences. Et puis, les experts en solutions, quant à eux, ils détestent l'inaction. Ils n'aiment pas baisser les bras et s'avouer vaincus, peu importe le niveau d'adversité qu'ils rencontrent. Ils vont généralement utiliser toutes leurs ressources pour s'en sortir, leurs forces physiques, intellectuelles, leurs relations amicales ou familiales, leur réseau professionnel, et même leurs propres ennemis pour atteindre leurs objectifs, comme l'a fait d'ailleurs le fils du fermier avec les policiers. En gros, les experts en solutions ne reculent devant rien, inventent leurs propres méthodes, bousculent les habitudes et redoublent d'ingéniosité pour faire plier les circonstances. Ce que je comprends donc de ce point, c'est que réfléchir à une excuse ou réfléchir à une solution nécessite la plupart du temps le même effort intellectuel, mais ne conduit pas au même résultat. Une excuse permet au mieux, si elle est confirmée, de se dédouaner d'une responsabilité, tandis qu'une solution permet au pire, si elle ne marche pas, de monter en compétence et d'avancer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.